Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en direct normalement. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous laisse écrire dans le chat pour les personnes qui sont déjà connectées pour nous dire si tout fonctionne au niveau du son. Voilà, donc merci de vous être connectés pour le live meeting de Murphy, donc avec Guy, cofondateur, qui va se présenter ensuite dans un second temps. Donc voilà, je vois que Lounès a déjà utilisé le chat, donc Lounès qui travaille chez Lita.co avec moi et qui fera la modération dans le chat pour votre info. Donc je vais commencer par me présenter en attendant que tout le monde se connecte, puisqu'il y a environ 90 inscrits à ce live meeting. Donc je m'appelle Fanny Imbert, je travaille pour Lita.co, qui est la plateforme d'investissement sur laquelle Murphy réalise sa 4e levée de fonds citoyenne en ce moment. Voilà, pour rappel, donc peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Murphy a déjà proposé 3 levées de fonds en obligation depuis 2020 sur Lita pour un peu plus de 4 millions d'euros. Et 2 de ces levées de fonds sont arrivées à échéance, c'est-à-dire donc que Murphy a payé et remboursé l'intégralité des investisseurs, et une est encore en cours et se termine en 2026. Et donc la présente levée, la levée de fonds actuelle qui nous intéresse, c'est une levée de fonds en actions. Donc c'est la première fois que Murphy ouvre son capital aux citoyens. Voilà, donc ce live meeting porte sur cette nouvelle opération. Donc peut-être rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Lita, qui viendraient du réseau Murphy ou autre. Donc Lita.co, on est une plateforme d'investissement durable qui permet à des particuliers et à des citoyens d'investir et des professionnels d'investir, que ce soit en dette ou en capital, dans des entreprises, des associations, des coopératives qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financière, mais surtout sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc, dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre les investisseurs et les entreprises en levée de fonds pour permettre un moment privilégié où les entrepreneurs peuvent vous présenter leurs projets. Vous pouvez vous poser toutes vos questions. Donc, on a aujourd'hui avec nous Guy, donc cofondateur de Murphy. Merci Guy de t'être rendu disponible. Pour terminer cette petite intro, donc le format de ce live meeting va être décomposé en plusieurs temps. Guy va d'abord présenter l'activité de Murphy et cette levée de fonds pendant une quinzaine de minutes. Il y aura ensuite une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas dès maintenant, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite de votre écran. Voilà, il y a un encart réservé aux questions. Et pour information, vous aurez à disposition dans les prochains jours le dossier d'investissement sur Lita qui détaille donc cette opération. Et donc, s'il y a des questions suite à la réception de ce dossier, on pourra programmer une nouvelle session de questions-réponses. Donc voilà, on verra en fonction de vos retours. Donc, Guy, si ça te va, je te laisse la parole pour te présenter et démarrer le pitch. Bon, bonjour à tous, merci Fanny. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler de Murphy et de ce qu'on fait. Donc Murphy, c'est une entreprise de réparation d'électroménager qu'on a lancée il y a 5 ans maintenant. Moi, je suis l'un des 5 fondateurs et le CEO de l'entreprise. Donc effectivement, c'est la 4e levée de fonds qu'on fait. J'ai déjà eu, c'est mon 4e live meeting, du coup, forcément. Pour autant, c'est la première fois qu'on ouvre notre capital à notre communauté parce que c'est notre dernière levée de fonds avant l'atteinte de la rentabilité. Donc cette levée sur Lita, elle s'inscrit dans un tour un peu plus global qui fait au total 12 millions d'euros. Et donc il y a 2 millions sur les 12 qui sont dédiés à notre communauté. C'est notre dernière levée avant la rentabilité. Et donc du coup, ça permet aussi d'avoir en tout cas un niveau de risque qui est un peu différent de ce qu'on a pu faire sur les premières levées, par exemple. Donc, je vais vous présenter un peu tout ce qu'on fait. C'est assez dense et rapide, mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Je serai ravi de pouvoir y répondre ensuite. Tout d'abord, peut-être pour comprendre, donc Murphy, on s'attaque à un problème de surconsommation d'électroménager. Donc aujourd'hui, on voit que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils portent, à la manière dont ils voyagent, et pourtant on jette l'équivalent de
de 115 millions d'appareils électroménagers, ce qui correspond pour fabriquer tous ces appareils, ça correspond aux émissions carbone du Portugal, donc à peu près 37 millions de tonnes, ce qui est hyper important. Et en fait, quand on regarde, on a des alternatives assez simples. On parle beaucoup de prendre le train quand on voyage en France. Mais en fait, quand on a un appareil en panne, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand on a un lave-linge en panne, on peut soit faire appel à un réparateur à domicile. Et là, on a un marché qui est très éclaté, avec en moyenne moins de 2 salariés par société de réparation. Donc, il n'y a pas vraiment de standard de réparation. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a moins de 9% des Français qui, quand ils rencontrent une panne qu'ils ne sont pas capables de gérer tout seuls, vont faire appel à un professionnel. Donc, dans 91% des cas, ils vont remplacer leur appareil. Ensuite, la deuxième solution, ça pourrait être d'acheter reconditionné. Et là, en fait, on a un marché du reconditionnement qui n'arrive pas à émerger dans le gros électroménager, un peu pour les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, les grands distributeurs type Darty et Boulanger arrivent à s'en sortir dans le monde du gros électroménager face à Amazon. C'est que pour vendre des gros produits à domicile, il faut pouvoir faire du SAV à domicile et donc avoir des techniciens qui interviennent chez les clients. Et ça, ça fait que le marché du gros électroménager représente moins de 1% des appareils neufs qui sont vendus chaque année. Et là où, à titre comparatif, dans le smartphone, on est plutôt entre 15 et 20%. Et la dernière solution que tout le monde utilise un peu sans vraiment grande conviction, c'est d'acheter neuf. Il faut savoir que pour équiper un ménage, il faut compter 6 tonnes d'équivalent CO2 pour la fabrication de tout l'électroménager qu'on a chez nous. Et donc, on aura atteint l'équilibre carbone quand on consommera 2 tonnes par personne et par an. Donc, on a intérêt finalement à ce que ces appareils durent le plus longtemps possible. Notre mission chez Murphy, c'est de réduire l'impact des déchets électroménagers qu'on produit chaque année en créant de l'emploi local qualifié et non délocalisable. Et notre ambition, c'est de le faire à grande échelle. Donc ça, c'est ce qui vient driver toutes les décisions qu'on prend dans l'entreprise depuis sa création. Et pour nous, chaque mot est très important et c'est ce qui nous fait nous réveiller tous les matins et travailler dur pour faire ce qu'on fait. Très concrètement, on a une solution en 2 temps. Donc la première, on a un forfait de réparation à domicile qui coûte une centaine d'euros, sur lequel il y a un bonus réparation qui est de 50 euros qui est applicable. Donc ça fait qu'à la fin, les clients payent 50 euros. Ce forfait de réparation, il comprend tous les déplacements et la main-d'œuvre. Donc si le technicien vient 3 fois, il reste 2 heures, il n'y a que le forfait à payer. Le seul truc qui n'est pas compris, c'est les pièces détachées si jamais elles sont nécessaires. Donc, quand on va avoir besoin d'une pièce, on va faire un devis que les clients peuvent accepter ou refuser. Et s'ils refusent les devis parce que les pièces coûtent trop cher, les délais sont trop longs, enfin, n'importe quoi, alors on rembourse le forfait en bon d'achat pour que nos clients puissent acheter un produit reconditionné chez nous. Donc, en fait, quelle que soit la gravité de la panne, soit il n'y a pas besoin de pièces détachées, ce qui représente un cas sur deux, et à ce moment-là, ils payent que le forfait, soit ils payent le forfait plus la pièce, soit le produit est trop difficile à réparer, et à ce moment-là, ils ont un produit reconditionné. Donc, nos clients ont toujours la garantie d'avoir une solution qui soit moins chère et plus écolo qu'un achat de produit neuf. Finalement, quand on regarde ce marché, ça fait 2-3 ans qu'on constate une explosion du volume de la demande, mais ça fait 30 ans qu'on explique à nos jeunes que le progrès, c'était d'acheter pas cher en Asie. Et du coup, on voit un énorme manque de techniciens. Donc, si on veut qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un appareil qui est jeté ou qui tombe en panne, il y a un technicien qui intervienne soit à domicile pour le réparer, soit qui essaie de le reconditionner dans un atelier, il faudrait former 23 000 techniciens dans les prochaines années. Il faut savoir que d'après l'ADEME, on a entre 3 et 5 000 techniciens en France aujourd'hui, et on a une capacité de formation hors Murphy qui est de l'ordre de 500 techniciens par an. Donc en fait, on n'a pas assez de techniciens et on n'a pas assez de capacité de formation. Donc c'est pour ça qu'en 2021, on a lancé Murphy Academy, qui est une filiale organisme de formation, qui nous permet de former nos techniciens. On a un titre au registre national des compétences qui nous permet de délivrer des diplômes équivalents bac professionnel. Et 100% des techniciens sont salariés de l'entreprise en CD. Pour nous, c'était très important de salarier des techniciens parce que donc d'offrir à celles et ceux qui nous rejoignent un job de long terme, pérenne,
qualifiés, non délocalisables. Et, et l'enjeu ensuite pour nous, c'est d'arriver à les occuper, à occuper nos équipes tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, qu'en général, les plateformes balaient un peu en se disant c'est pas grave, au pire, il travaillera la moitié du temps. Et en fait, chez nous, ce qui marche très bien, c'est que ce sont les mêmes techniciens qui font la réparation à domicile et le reconditionnement. Donc ça veut dire que en fonction du nombre de personnes qui vont être en arrêt maladie, en congé payé, de la demande qu'on a, on va avoir plus ou moins de techniciens qui vont être sur la route et plus ou moins de techniciens en atelier. Et donc il y a des moments, par exemple en ce moment, en Île-de-France, on a beaucoup d'activités sur la route, donc tous les techniciens sont dehors. Par contre, à Nantes, on a un peu moins d'activités sur la route, donc on a plus de techniciens en atelier. Et les machines qui vont être reconditionnées à Nantes vont être rapatriées à Paris pour être revendues à Paris. Et c'est comme ça qu'on arrive à gérer une adéquation entre notre offre et notre demande de tout le temps, ce qui nous permet d'être à peu près 20% plus productifs que les autres réseaux de techniciens. Ce qui fait notre différence aujourd'hui, c'est que on est capable de former, on va former là en 2024 plus de 200 techniciens dans notre réseau. On a des process qui sont hyper fluides et bien travaillés, et on a une vingtaine de personnes qui travaillent là-dessus tous les jours. On a un métier qui est un métier industriel, donc standardisé, avec des normes de qualité. On a dans nos ateliers de reconditionnement, c'est 12 000 m² d'infrastructure sur 5 sites, avec des machines qui sont stockées à 7 mètres sous plafond. Ce sont des usines, quasiment. Et une marque très forte, puisqu'on a 65% de nos clients qui nous trouvent grâce à la marque. Et j'en profite aussi parce que depuis qu'il y a le lancement du bonus réparation, on commence à avoir un peu des stats justement des autres acteurs de la réparation. En fait, Murphy représente 50% des bonus réparation qui sont octroyés sur le gros électroménager en France aujourd'hui. Donc on est le plus gros acteur du hors garantie en France aujourd'hui. Et tout ça, on l'a construit au départ avec une volonté d'avoir un impact social et environnemental qui soit fort. Et aujourd'hui, en grandissant, on se rend compte on est plus de 350 salariés. On a pas mal de fonds d'investissement à notre capital, 5 fonds différents à notre capital. Et donc, on a eu besoin de mettre en place une gouvernance autour de notre impact pour être certain que les enjeux financiers ne primeront pas sur notre mission. Donc, la première chose, c'est qu'on a défini notre raison d'être avec l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et notre raison d'être, c'est réparer aujourd'hui pour durer demain. Réparer aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour construire le monde de demain qu'on laissera à nos enfants. Et on a besoin qu'il dure, et qu'il dure le plus longtemps possible. On a 4 objectifs sociaux et environnementaux. Le premier, c'est de créer des emplois et des formations locales pour le développement des territoires. Donc, on va former 200 personnes cette année et créer donc 200 emplois en CDI. Réduire l'impact CO2 de notre consommation d'électroménager. Donc ça, c'est lié directement à la réparation et au reconditionnement des appareils. On a un objectif d'aider les personnes les plus vulnérables à accéder au confort essentiel de l'électroménager et de participer à l'épanouissement professionnel et personnel de celles et ceux qui nous rejoignent. Donc on estime que l'électroménager, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Si on n'a pas de lave-linge, c'est vraiment très compliqué. Et donc on souhaite accompagner les populations les plus vulnérables qui ont du mal à accéder à ce type d'appareil. Et on a un dernier objectif qui est d'investir et d'innover pour faire de l'économie circulaire la norme de demain. Parce qu'on considère que si aujourd'hui le modèle dominant, c'est le modèle linéaire, qui était c'est lié à 60 ans d'innovation des fabricants et des distributeurs dans les procédés d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution, et que dans les sujets d'économie circulaire, on est encore très en retard, et il y a besoin de beaucoup d'investissements pour que ça devienne la norme. On a mis en place un comité ESS pour économie sociale et solidaire, qui est le miroir du comité stratégique sur les enjeux d'impact sociaux et environnementaux. Et donc, il a un pouvoir de veto sur le comité stratégique, ce comité ESS, si des décisions sont prises à l'encontre de la mission. Donc ça veut dire que dans ce comité ESS, on a donc le président, c'est-à-dire moi, on a 2 représentants salariés élus et 2 représentants de parties prenantes externes, ainsi qu'un actionnaire.
En fait, avec les salariés élus, les représentants de parties prenantes externes, on a la possibilité de mettre un veto sur toutes les décisions qui sont prises par les dirigeants et par le comité stratégique. Et ça, c'est très important et ça existe dans quasiment aucune boîte, mais ça permet de garantir la sincérité avec laquelle on sert notre mission à long terme. Pour avoir quelques chiffres, donc depuis le départ, on a formé 220 techniciens, on a économisé 200 000 tonnes de matières premières pour la fabrication des appareils qu'on a réparés. On a réparé à domicile 160 000 appareils, on en a reconditionné 40 000, on a évité 26 500 tonnes de CO2 et aujourd'hui on compte 270 salariés qui sont employés agents de maîtrise. Je compte pas les cadres. Je considère que on considère que c'est notre objectif, c'est de créer des emplois sur le terrain. Notre stratégie de développement, donc pour nous, c'est important une fois qu'on a construit tout ça et de continuer à avoir grand parce qu'en fait, 200 000 réparations et appareils reconditionnés, c'est peut-être satisfaisant, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il se vend 20 millions d'appareils chaque année en France. Donc, on reste une toute petite goutte dans un océan de produits neufs vendus. Et la première chose, c'est qu'on a un objectif de déploiement géographique. Aujourd'hui, on couvre 11 millions de foyers en France. La France, ça compte à peu près 30 millions de foyers. Notre objectif, c'est de couvrir 15 millions de foyers d'ici la fin de l'année 2024, en ouvrant toute la partie sud-est et en agrandissant un peu les zones où on est déjà implanté. Notre deuxième objectif, c'est d'améliorer ce qu'on appelle la pénétration locale du marché. C'est le nombre de réparations qu'on fait pour 100 000 foyers. Aujourd'hui, on est à 55 réservations pour 100 000 ménages. Et d'ici la fin de l'année, on devrait atteindre 80 réservations pour 100 000 ménages. On a à peu près 20% d'amélioration de notre pénétration du marché qui vient du repeat et du bouche à oreille. Donc, c'est des clients qui nous connaissent, c'est notre communauté. Je vois là dans le chat qu'il y a des utilisateurs Murphy. En tout cas, chaque fois que vous parlez de nous à d'autres gens, ça vient améliorer ce repeat et ce bouche à oreille. Et on a, depuis le 1er janvier 2024, le bonus réparation qui est passé de 25 € à 50 €. Et ça vient vraiment booster le marché. Et l'année dernière, quand ça avait été lancé, on a vu une croissance de 20% de notre pénétration locale du marché. Et donc là, on s'attend à peu près la même chose cette année. Et en fait, ces deux phénomènes cumulés vont nous permettre, entre janvier 2024 et janvier 2025, il y a une coquille, pardon, à droite c'est janvier 2025, de passer de 11 millions de foyers couverts et de 50 réservations pour 100 000 foyers, ce qui fait à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires mensuel en réparation à domicile, donc 8,4 millions annuels, à le double, donc 1,4 million de chiffre d'affaires mensuel et 17 millions de chiffre d'affaires annuel. À chaque fois qu'on vend des réparations à domicile, on a des clients chez qui on n'arrive pas à réparer, qui finissent par acheter un produit reconditionné. Donc, notre activité de reconditionnement, elle est aussi tirée par la croissance de l'activité de réparation à domicile. Donc, cette année, on a fait à peu près 4 millions € de chiffre d'affaires en reconditionnement et notre objectif pour l'année prochaine, c'est de passer à 8 millions, principalement lié à la croissance de l'activité réparation à domicile. Pour avoir un peu quelques ordres de grandeur financiers, aujourd'hui, on fait 1,3 million € de chiffre d'affaires mensuel. Toutes nos régions sont rentables, mais elles ne financent pas encore nos investissements de siège. Et d'ici la fin de l'année 2024, nos régions, grâce à cette croissance que je viens de présenter, seront suffisamment grosses pour qu'elles puissent financer le siège. En quelques chiffres, en 2023, on a fait 11 millions de chiffre d'affaires et avec encore de lourdes pertes, puisqu'on perdait quasiment 80% d'EBITDA. Et là, en 2024, on va atteindre un peu plus de 21 millions € de chiffre d'affaires et un EBITDA à moins 2 millions, et en étant rentable sur la fin de l'année. Et donc ensuite, on va continuer à poursuivre notre développement tout en étant rentable à partir de 2025. Donc c'est pour ça que cette levée de fonds de 12 millions € aujourd'hui nous permet d'avoir suffisamment de visibilité pour atteindre la rentabilité et poursuivre le financement de notre activité. Pourquoi est-ce qu'on fait cette levée de fonds sur l'ITA? Et enfin, c'est la quatrième, c'est l'alignement sur les valeurs. On sait que les investisseurs qui investissent via l'ITA le font un peu pour les mêmes raisons que nous,
on se bouge tous les jours pour développer l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important et ça nous tient à cœur d'avoir à la fois des actionnaires et des partenaires qui partagent nos valeurs. Le deuxième élément, c'est la qualité de l'équipe d'investissement. Donc, on a eu plein de fois des discussions sur comment est-ce que l'équipe d'investissement peut nous aider, que ce soit sur les montages financiers et en fait, à chaque fois, ça a été, toute l'équipe a été vraiment top. Donc, encore bravo et merci à toutes les équipes de l'ITA pour ça. Et le dernier, qui est certainement l'élément le plus important, c'est qu'on a envie d'embarquer dans notre communauté dans cette aventure entrepreneuriale pour faire en sorte, demain, pourquoi pas, d'avoir des partenaires investisseurs de notre communauté qui soient dans notre comité ESS, qui puissent contribuer à construire collectivement cette aventure ensemble. Merci à tous de m'avoir écouté. Je crois que j'ai réussi à peu près à tenir le timing. Je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Guy pour cette présentation très détaillée. Et nous aussi, on est ravis chez l'ITA de faire partie de l'écosystème qui gravite autour de Murphy et de permettre donc à nos investisseurs, mais aussi à votre communauté d'entrer au capital. Et d'ailleurs, il y a un vrai engouement autour de la levée de fonds puisque la précollecte a déjà rassemblé plus de 1200 personnes pour 1,3 million d'euros précollectés à date. Voilà, donc merci à tous et toutes. Donc ceux qui nous écoutent, certainement beaucoup d'entre vous avaient mis des questions. Voilà, sachez que si vous voulez avoir les informations en priorité sur la levée, il faut mettre ce signe d'intérêt pour recevoir les mails. Alors du coup, on a déjà pas mal de questions. Donc si ça vous va, on va passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les mettre. Je vois Stéphane, vous avez mis une question dans l'onglet chat. Si vous pouvez la reporter dans l'onglet questions, ce sera plus simple à gérer de notre côté. Alors Guy, peut-être première question, je vois que ça revient, j'imagine qu'il y a des Bretons dans l'auditoire. Donc Vincent au début qui demandait la zone d'intervention dont tu es revenu pendant la présentation ensuite, mais donc qui parle du Finistère et ça revient un petit peu à la question de Nicolas qui vient d'être posée sur le plan pour se développer dans les zones plus rurales, notamment en Bretagne. Donc si tu peux nous faire un petit point là-dessus. Alors aujourd'hui, effectivement, on s'arrête un peu en banlieue de Rennes et donc on est en train de construire un plan pour, à partir de 2025, développer les zones plus rurales. Et donc notre objectif, c'est de couvrir les 30 millions de ménages français d'ici fin 2025. Et aujourd'hui, ce qui marche hyper bien dans notre modèle, c'est que quand on doit ouvrir une ville, on vient ouvrir un atelier de reconditionnement. On recrute 3-4 techniciens qui sont hyper importants parce que ça va être ceux qui vont devenir les formateurs et les managers de demain. Et on lance ensuite une formation, donc c'est des promos de 12. Et après, cette promo-là, elle va commencer par reconditionner des appareils en atelier au fur et à mesure que l'activité augmente sur la route. Et puis dès que l'activité a pris sur la route, hop, on recrute une deuxième promo, une troisième, une quatrième. Et dans les zones rurales, ce modèle-là, il marche pas vraiment. Enfin, il marche sur les modèles, sur les métropoles qui font à peu près plus d'un million d'habitants. Donc il y en a 11 qui sont intéressantes pour nous en France. Et pour les autres villes, ce qu'on est en train de tester, et c'était un peu le cas aujourd'hui, on l'a fait dans des, par exemple, on l'a fait à Dunkerque, on est en train de le faire à Saint-Étienne, Grenoble, dans des villes un peu plus, qui restent des grandes villes mais un peu plus éloignées. En fait, on construit des parcours de formation où les techniciens viennent se former dans les ateliers principaux. Donc là, dans le Finistère, il faudrait qu'on construise un modèle où ils viennent se former à Rennes ou à Nantes. Et ensuite, cette formation, elle dure 4 mois. Et à l'issue des 4 mois, ils peuvent commencer à intervenir sur leur territoire. Et par contre, on a lancé là en janvier 2024 une offre de réparation en visio qui nous permet de réparer à distance. Et ça prend plutôt bien puisqu'on a de plus en plus de demandes. Et donc, les techniciens qui sont dans des zones rurales feront soit de la réparation à domicile, soit de la réparation en visio. Et c'est comme ça qu'on gardera cette flexibilité qui nous permet d'avoir
un taux d'occupation de notre réseau à 100% tout le temps, tout en ayant de la disponibilité à J+2. Parce que c'est ça la clé, c'est d'être capable d'intervenir vite sans avoir des gens qui sont disponibles et qui ont des trous dans leur agenda. Super, merci beaucoup. Ben justement, ça fait écho avec une autre question de Nicolas qui demandait si vous aviez prévu de proposer un forfait sans déplacement qui voilà, permet d'accompagner en visio en particulier. Donc, tu nous dis que c'est lancé depuis le mois dernier. C'est un peu planqué sur notre site. Ça coûte 35 € et parce que c'est encore en phase de lancement. Mais ça marche plutôt bien. Et donc, effectivement, si jamais la réparation n'aboutit pas, à ce moment-là, on rembourse les clients en bon d'achat pour qu'ils puissent faire appel à un professionnel qui vienne chez eux. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que le bonus réparation va pouvoir être appliqué à la réparation à distance, ce qui fait qu'en fait, c'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est une question de semaine là, avant que ce soit le cas. Ça va faire que la réparation à visio va être concrètement quasiment gratuite, quoi, pour ceux chez qui ça fonctionne. Ok, super. Très bonne nouvelle. Si on reprend ensuite les questions, donc parmi les plus anciennes, il y avait une question de Vincent sur alors le développement de la seconde vie chez les distributeurs historiques, donc Darty, Boulanger, etc. Est-elle une menace ou plutôt une opportunité pour Murphy? Alors, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, on est le plus gros réparateur du bonus réparation parce que les réparations par abonnement ne sont pas prises en compte par le bonus. Et la stratégie actuelle de Darty et de Boulanger, c'est de tout miser sur leur formule d'abonnement. Chez Darty, ça s'appelle Darty Max et Boulanger, c'est Boulanger Infinity. Darty, ils ont quand même 1 million d'abonnés Darty Max, hein, c'est vraiment hyper important et c'est quelque chose qui augmente de plus en plus. Mais ça fait que on n'est pas en concurrence sur l'offre de réparation hors garantie en forfait. Aujourd'hui, il y a 30 millions de foyers en France. Et donc, eux, quasiment tous leurs techniciens sont occupés sur Darty Max. Et donc, soit ils sont... et en fait, aujourd'hui, soit en France, vous êtes abonné Darty Max, soit vous n'avez pas de solution et c'est Murphy. Donc, pour nous, ça, c'est une opportunité de se partager le marché de manière assez claire pour éviter de se marcher dessus. Et ensuite, en ce qui concerne les activités de reconditionnement, là, aujourd'hui, Darty et Boulanger, ce sont des distributeurs, donc ils envoient et quand ils livrent des produits, ils en collectent d'autres. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de les convaincre de ne pas envoyer tous ces appareils-là au recyclage, mais plutôt d'essayer de les reconditionner et de les reconditionner avec nous. Et cette activité de reconditionnement, c'est très dur, quoi. Si aujourd'hui le reconditionnement n'émerge pas, c'est parce que techniquement, il y a faire en sorte d'être capable de livrer un appareil qui fonctionne, sur lequel il n'y a pas de problème, en tout cas, il y a beaucoup de process à mettre en place de qualité pour y arriver. Et aujourd'hui, nous, on a un peu essuyé les plâtres dans notre développement de plein de problèmes qu'on a eu, qui fait qu'on a un savoir-faire industriel qui est très fort et que on va pouvoir travailler avec eux sur les machines qui collectent et qui pourraient distribuer. Donc on le voit aujourd'hui plutôt comme une opportunité et c'est top que les plus gros acteurs se mettent à faire de la réparation et du réemploi. Merci pour ta réponse. Une question ensuite de Théophile, donc plutôt tournée impact, qui demande si vous avez calculé l'impact carbone de votre offre de reconditionnement. Oui, alors quand on a calculé l'impact carbone de notre activité, quand on fait une réparation à domicile, on émet 12 kg de CO2 et 18 kg de CO2 pour le reconditionnement, sachant que quand on achète un produit neuf, il faut compter à peu près 300 kg de CO2 liés à la phase d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution. Donc on est quand même, c'est juste l'activité de reconditionnement, c'est pas le même ordre de grandeur en termes d'impact carbone. Ok. Une question de Didier qui demandait que faites-vous lorsqu'une machine n'est ni réparable ni reconditionnable? Donc c'est ce que tu disais, c'est là où l'offre reconditionnement intervient.
Chez les clients, peut-être pour comprendre le process, on va chez un client, le produit s'avère pas réparable. Là, on propose un produit reconditionné à notre client et on va récupérer son ancien appareil, mais en général, si on l'a pas réparé à domicile, on le reconditionnera pas non plus, parce qu'a priori, c'est il a une panne trop grave. Et donc, cet appareil-là, on va le recycler via les éco-organismes qui sont des qui représentent des éco-organismes qui sont mandatés par l'État, enfin agréés par l'État, voilà, pardon, pour gérer le recyclage de ces appareils-là. Ok, top, merci. Une question de Nicolas concernant le bonus réparation. Est-ce qu'il a une durée limitée? Est-ce que voilà, il y aura un impact en cas de diminution, suppression du bonus? Alors le bonus réparation, il est défini par la loi, donc c'est pas sur le budget de l'État et c'est sur le budget des éco-organismes. Donc les éco-organismes, ils sont financés par l'éco-participation quand on achète un appareil neuf. Il y a écrit sur la facture don éco-part, voilà. Et c'est cet éco-part-là qui vient alimenter un fonds dédié au bonus réparation. Ça, c'est prévu dans la loi. Le fonds, il est déjà dimensionné jusqu'en 2027, il me semble. Et donc, en 2027, il va y avoir un renouvellement des agréments qui sont donnés par aux éco-organismes. Et à ce moment-là, la loi prévoit qu'il y ait toujours un budget qui est chiffré à 110 millions d'euros annuels pour justement venir financer ce bonus réparation. Donc, normalement, il faudrait qu'il y ait un changement de loi pour que ce bonus-là ne soit plus géré par les éco-organismes. Ok. Ce qui est un peu différent par exemple, du coup de pouce vélo. Si il y en a qui l'ont en tête, il y avait une aide à la réparation de 50 € sur le coup de pouce, qui s'appelait le coup de pouce vélo. Mais cette aide-là, elle était sur le budget de l'État. Et donc, à un moment donné, l'État a décidé d'arrêter. Ok, merci pour ces éclairages. Ensuite, une question de Loïc, plutôt tournée finance, qui demande quelles sont les optimisations à réaliser pour atteindre la rentabilité. Aujourd'hui, c'est une question de volume. En gros, on fait à peu près 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel et on a à peu près 500 000 € de frais de siège mensuels. Donc, il faut faire beaucoup d'activités pour pouvoir financer ces frais de siège. Et donc, il faudra qu'on atteigne à peu près entre 2,5 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel pour être capable de financer intégralement les frais de siège. Ok, très bien. Merci beaucoup. J'espère que Loïc, ça vous éclaire. N'hésitez pas dans le chat à nous écrire si besoin de compléments ensuite. Une question de Arnaud, donc là plutôt tournée aux ressources humaines sur la politique salariale. Donc, quelle est la politique des salaires des employés de Murphy? Est-ce qu'il y a un ratio entre le plus haut et le plus bas salaire? Est-ce que vous avez fixé des règles sur cette question? Alors, Murphy, c'est une société ESUS, donc déjà de fait, on a une contrainte qui est d'avoir un ratio 1 pour... Non, que le salaire les plus élevés ne dépasse pas 7 SMIC. Je crois que nous, on est à un ratio 1 pour 4 et quelques dans l'entreprise. Ok, très bien. Merci beaucoup. Une question d'Alexandre, donc déjà d'ailleurs qui te remercie Guy pour cette présentation. Il aimerait en savoir plus sur votre mode d'action pour trouver vos entrepôts et sous quel statut locatif. Alors on a des baux 369, donc ce qu'on cherche, c'est au moins 2000 mètres carrés. Il faut qu'on ait de la hauteur sous plafond pour pouvoir stocker les machines dans des racks à 7 mètres de hauteur. Et après, c'est un marché qui est assez structuré. Il y a des agences, des agents immobiliers. Enfin, c'est comme quand on loue un appart, sauf qu'on loue 2000 mètres carrés. Ok, merci pour la réponse. Une question sur est-ce qu'un développement sur la cible B2B est prévu, par exemple sur les résidences gérées? Et François aussi une question sur l'implantation sur les deux Savoies, notamment en station de ski. Voilà, question assez spécifique.
Alors sur la cible B2B, on a aujourd'hui des clients qui sont soit des agences immobilières qui gèrent des appartements et après c'est quand même des tout petits volumes. Enfin, le gros du marché, ça reste. Enfin, nous, notre cible, c'est vraiment les gens qui ont entre 30 et 80 ans, quoi, et qui sont propriétaires de leur électroménager. Donc, en général, c'est des gens qui se projettent dans le long terme, qui sont soit propriétaires de leur appartement ou de leur maison, soit locataires, mais à long terme. Et en général, ce sont des gens qui sont, ouais, qui se projettent en tout cas. Ok. Une question de Tommy. Donc, avez-vous pu développer une relation avec les fabricants pour avoir accès à plus de données techniques, de pièces de rechange et même idéalement influencer sur leur design, par exemple, le rendre plus circulaire? Ça, c'est un vrai objectif pour nous, d'arriver à designer, enfin, à faire en sorte que les appareils soient designés pour être réparés, ce qui clairement n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont designés, en fait, pendant très longtemps, ils ont été designés pour coûter le moins cher possible à fabriquer. Là, depuis peu, on voit qu'ils sont designés pour consommer le moins possible, ce qui est aussi très important. Mais ils sont pas encore designés pour être réparés. Et donc, pour le moment, on n'a pas vraiment de relation avec les fabricants parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de fabricant qui est très implanté en France. La plupart sont à l'international. Et donc, il n'y a que des équipes commerciales en France en général. Ok, merci. Il faut qu'on soit encore un petit peu plus gros pour y arriver. Merci beaucoup. Une question plus sur la levée de fonds, donc de la part de Mathilde, donc qui dit à côté de la levée de fonds Lita en fonds propres, est-ce que vous avez de la dette bancaire? Oui. Alors au total, on doit avoir à peu près moins 8 millions de dettes bancaires, je pense, qui ont déjà été levées. Et donc on a un objectif dans les prochaines années plutôt de faire en sorte de refinancer notre dette, mais sans forcément faire accroître le niveau de dette. Et dans la continuité, question tournée levée de fonds aussi, est-ce que vous avez déjà envisagé des scénarios de sortie à terme pour les investisseurs? Voilà, une question de Oui. Simon qui demande un petit peu plus de modalités, même si évidemment il y aura plus d'infos dans le dossier d'investissement, mais si tu peux déjà nous dire deux mots là-dessus. Alors, il y a déjà, pour comprendre l'horizon de liquidité, on a nos investisseurs historiques qui sont rentrés au premier et au deuxième tour. Eux vont devoir sortir parce qu'il faut qu'ils rendent l'argent à leurs propres investisseurs. Donc aujourd'hui, leurs fonds à eux, ils courent jusqu'en 2027. Donc ils peuvent encore un peu le repousser, mais bon, en général, donc ça donne un peu l'horizon, on va dire max, au-delà duquel il faudra proposer une solution de liquidité à nos investisseurs historiques. Et donc, au passage, on proposera à tous les actionnaires, enfin, on est obligé d'ailleurs, ça fait partie du pacte d'actionnaires, de proposer la même solution à tous les investisseurs. Donc, ça peut être à la fois, enfin, non, vraisemblablement, les marchés pour le marché financier aujourd'hui, il n'est pas top, donc il n'y aura pas vraiment de sortie possible dans les 1 ou 2 prochaines années. Puis c'est pas du tout notre philosophie. Maintenant, on a envie de se projeter à long terme. Et donc, du coup, ce sera plutôt entre 2026 certainement et 2027. Et donc, le type de racheteur, ça peut être soit un industriel qui voudrait réorienter sa stratégie mais alors là, il va falloir qu'ils nous convainquent qu'ils vont pas déconstruire ce qu'on a construit. Soit un fonds d'investissement en LBO, que vu que la boîte sera rentable, ça peut être un fonds d'investissement un autre fonds quoi, qui vous rachète et qui continue à nous accompagner notre développement, en particulier développement international. Donc ça pourrait bien. Soit une introduction en bourse. Finalement, là, ce qu'on fait avec l'ITA, qui est de faire entrer des particuliers à notre capital, c'est pas tout à fait comme une introduction en bourse, mais ça nous permet aussi de voir que y a de l'appétence auprès de particuliers d'investir
dans des boîtes comme la nôtre et donc ça va nous donner quelques billes pour éventuellement faire une introduction de bourse et rendre des titres plus liquides. Super, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et donc, Simon, aussi pour information, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller de l'ITA si besoin d'infos sur l'investissement en actions, voilà, qui est assez différent de l'investissement en obligations. Donc, notre équipe se tient disponible pour répondre aux questions de ceux qui auraient besoin. Et Guy, donc on a une question de Nicolas. Donc d'ailleurs c'est la dernière question. Donc les participants, si vous souhaitez en poser encore quelques-unes, n'hésitez pas. Autrement, on clôturera ensuite l'événement. Mais voilà, vous avez encore quelques minutes. Donc la question de Nicolas, c'est pensez-vous proposer du locatif d'appareils reconditionnés pour les étudiants, par exemple? Alors, on travaille aujourd'hui avec une boîte qui fait de la location qui s'appelle Ernest, je crois. Et donc, le sujet locatif, il y a un sujet opérationnel qui est de réparer, reconditionner, etc. Et il y a aussi un sujet financier qui est de financer le stock des appareils qui sont loués. Et nous, aujourd'hui, on est très opérationnel, donc on a une capacité à gérer. Par contre, on n'est pas, on saurait pas encore, en tout cas à ce stade, euh, financer le stock d'appareils. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec un partenaire pour faire ça. Super, merci Guy. Donc il y a Tommy qui vient de poser une question. Vous mentionnez que le reconditionnement pose quelques problèmes techniques. Est-ce qu'il existe aussi une limite de produits disponibles à reconditionner et ou une limite de la demande, frilosité d'acheter du reconditionné ou d'autres limites? Alors, sur la demande, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas encore touché le plafond de la demande. Donc, je ne saurais pas dire à quel moment est-ce que les utilisateurs vont arrêter. Enfin, le marché du reconditionné, c'est 1% du marché du neuf. Donc, en fait, la proportion de gens à acheter du reconditionné est quand même plus élevée que ça. Donc, ça, je sais pas encore. Par contre, effectivement, le sujet de l'approvisionnement, il est assez important puisqu'aujourd'hui, les éco-organismes qui sont agréés par l'État pour le traitement des déchets électroménagers vont euh, envoient à 97% des cas leur appareil directement au recyclage sans passer par la case réemploi. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il y a un système opérationnel à retravailler pour être capable d'intercepter ces produits avant qu'ils aillent au recyclage pour essayer de les réparer et de les reconditionner. Mais c'est prévu aujourd'hui par la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été votée en 2020, mais dans les décrets d'application date seulement d'il y a 18 mois. Donc il y a il y a encore un peu de travail finalement pour que le réemploi soit favorisé au recyclage. Mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Ok, merci. Et donc, pour finir, Mathieu, donc ça tombe bien, j'allais rappeler un petit peu les dates d'échéance, etc. Donc, on est en train en ce moment de finaliser le dossier d'investissement. On espère le mettre à disposition des investisseurs la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui ont un profil d'ITA validé, vous aurez accès au dossier d'investissement, donc sur la page de Murphy, et le passage en collecte est prévu donc d'ici la fin du mois de février. Voilà, donc on finalise actuellement les derniers aspects juridiques, voilà, de validation de documents, pacte, etc. Donc on vous mettra tout ça à disposition donc à la fin du mois. Vous recevrez un mail si vous avez déposé une intention d'investissement pour vous informer de l'ouverture des souscriptions et voilà, et même une fois que le dossier sera disponible, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un intérêt pour la levée de fonds sur l'ITA si vous voulez avoir les infos en avant-première. Voilà, donc je pense qu'on arrive au bout de ce live. Ah ben je vois qu'il y a une question de Tommy, tu es en train d'y répondre à l'écrit, Guy, si je me trompe pas. J'étais en train d'y répondre à l'écrit. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer que notre comité USS reste en place. Alors ce comité USS il est statutaire, donc ça veut dire que il faudrait que
euh, il faudrait qu'il y ait une modification des statuts pour qu'il y ait plus il y ait plus de comité ESS. Et donc ça, c'est quand même un peu plus engageant que juste le fait d'avoir un investisseur. Parfait. Merci pour ce qu'on faut. Voilà, ben, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, donc on va pouvoir clôturer. Ben, n'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur la fiche sur l'ITA. Donc, vous avez un onglet questions-réponses. Voilà, vous pouvez les mettre ici. Et puis, en voilà, des retours qu'on a suite à la mise à disposition du dossier, on verra pour organiser une autre session de questions-réponses s'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Merci Guy pour ta présence et tes réponses qui, je pense, ont beaucoup éclairé les investisseurs intéressés. Voilà. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'infos sur l'ITA, sur les conditions de l'investissement en actions, etc. On a une équipe de conseillers en investissement disponible pour vous répondre. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site. Voilà, donc merci encore à tous. Et pour info, le replay de cet événement sera disponible aussi dans l'onglet opération de la fiche Murphy sur le site de l'ITA. Merci à tous. Merci Guy. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.